visioconférence de ce soir est démarrée. Donc, Anna va enregistrer nos questions et répondre aux questions qui lui seront posées. Ce sont les membres de l'escadrille de l'Invisible qui lui donneront bien sûr les réponses. Et voici la première question que je pose aux membres de l'escadrille de l'Invisible. Dans votre 19e message, vous nous avez invités à créer une escadrille terrestre jumelle à celle qui se forme dans les plans subtils. À ce jour, nous avons fédéré 69 personnes et le nombre augmente lentement. Que pensez-vous de cette progression? Pouvons-nous espérer que d'autres nous rejoindront et uniront leurs efforts pour parler de cette magnifique aventure? Pouvons-nous espérer un effet boule de neige? Quels seraient les événements qui pourraient favoriser un plus grand intérêt pour la vie de l'autre côté du voile? Anna, ton micro est coupé. Anna, oui, allume ton micro. Est-ce que c'est bon là? Oui, c'est bon. C'est bon. Bon, tu surveilles parce que je te dis j'ai des problèmes techniques tout de même. D'accord. Donc, je reprends la phrase qui m'a été dite. Dès le début de la proposition de cette aventure de former une escadrille mixte entre le visible et l'invisible, le plan de l'invisible savait que le développement serait assez long en question de temps terrestre. Mais ce n'est pas important parce que le développement se fait progressivement. Vous n'êtes pas seul à vivre ce type d'aventure. Il y a en fait de par le monde de nombreuses personnes connectées qui reçoivent le même type de message d'encouragement, de mise en garde. Et le travail est en train de se faire sur un plan en fait très vaste. Vous êtes en fait comme des milliers de petites veilleuses qui formeront bientôt une grande lumière. Donc il ne faut pas être inquiet si le développement n'est pas plus rapide, n'est pas exponentiel. C'était normal, c'est voulu, et c'est beaucoup plus contrôlable comme ça. Parce qu'il y a une chose que l'invisible a remarqué, c'est la qualité des participants. Il vaut peut-être mieux être quelque part moins nombreux avec des personnes qui vibrent très haut, que d'avoir évidemment beaucoup de monde parce que ça sera la mode, parce que ça sera quelque chose de peut-être trop médiatisé. Donc il faut accepter cette progression. Est-ce que la réponse est bonne pour toi, Claude? Elle est excellente. Merci beaucoup de cette réponse et elle me convient tout à fait. Je pense qu'on peut donner la parole à Anita pour sa propre question. Je l'entends. Anita, ton micro. Active ton micro, Anita. C'est bon. Pardon. Voilà ma question. Est-ce que les lignes temporelles ont évolué depuis nos premières rencontres? Oui, il y a une évolution qui se fait au niveau des lignes temporelles. Ça demeure encore extrêmement fragile parce que à chaque fois qu'il y a en fait un apport de vibrations positives qui renforce la meilleure ligne, on va dire la ligne plus, l'ombre agit pour créer des perturbations et c'est un équilibre qui se fait de manière permanente. C'est à chaque jour, à chaque seconde qu'en ce moment la balance est en train de se rééquilibrer. Jusqu'à présent, elle est équilibrée, donc il faut s'en réjouir, mais il faut continuer l'effort. C'est pas encore complètement validé dans un sens ou dans l'autre. Merci. Ça nous donne du courage pour avancer. Il faut garder courage. Ouais. Marielle, donc tu as la parole. Anita, tu rappuies sur la main. Oui, bonsoir.
bonsoir. En fait, J'ai 4 questions, puisque c'était les 4 questions qui ne sont pas répondues dans les questionnaires. Donc la première, c'est, vous dites que les liens avec notre binôme invisible est soit sous l'angle karmique, soit sous l'angle familial, soit sous l'angle centre d'intérêt. Si c'est le premier angle, est-ce pour transformer un mode de fonctionnement en effet miroir? Si c'est sous l'angle familial, est-ce pour continuer l'ouverture d'esprit dans la fratrie sur Terre où nous sommes? Et si c'est sous l'angle centre d'intérêt, comment peut-on déceler son thème s'il est en devenir? Ça, c'est l'objet de ma première grande question. Alors, il faut savoir que dans certains cas, les 3 hypothèses sont ensemble. Ça va vraiment varier d'un individu à l'autre, c'est-à-dire qu'il y a forcément, ce qu'ils veulent dire, c'est qu'il y a forcément un lien qui existe entre le binôme invisible et la personne terrestre. Ce lien, effectivement, comme tu l'as dit, soit karmique, soit par centre d'intérêt, soit affinité familiale. Oui. L'important n'est pas tant, effectivement, la question est très profonde, c'est pas tant de savoir pourquoi ce lien existe, parce que ça, c'est un peu le secret de notre développement personnel, c'est un peu le mystère de notre incarnation. Ce qui est important, c'est de savoir qu'un lien existe forcément, et un lien fort. Oui. Après, c'est à chacun, d'après ce qu'il me dit, c'est à chacun de travailler une fois que la personne ressent et sait qu'elle a un binôme, puisque c'est la règle dans l'escadrille, hein. Dès qu'il y a un humain qui est engagé, il y a un invisible qui s'engage de son côté. Le travail consiste à essayer de le percevoir, à essayer d'affiner la relation qu'on peut avoir avec ce binôme pour qu'un vrai travail puisse démarrer. Et chacun d'entre vous, en fait, découvrira au fur et à mesure de ce développement, de cette communication avec l'invisible, sur quel axe un travail est proposé à chacun d'entre vous. Il y a à la fois un travail collectif, qui est le travail de l'escadrille, c'est-à-dire de faire connaître la nature de la survie de la conscience, et puis aussi de la pluralité de la conscience dans tout l'univers. Ce sont les 2 thèmes fondamentaux. Mais il nous propose aussi un travail d'évolution personnelle. Mais ça va être vraiment individuel à chacun d'entre nous. C'est le travail qu'on a à faire avec notre binôme. Ok. Ça rejoindrait un peu ma deuxième question. Est-ce que notre guide, c'est lui qui insuffle le contact lien avec nos binômes invisibles pour un développement mutuel? Puisque j'ai compris que l'autre côté également se développe par ce contact que nous avons l'un et l'autre. Oui, bien sûr, on va dire qu'en fait, c'est une proposition qui est gagnant-gagnant. Voilà. Il y a toujours un travail à faire aussi du côté de l'invisible, même si on est une âme évoluée, et il y a toujours, tout va vers l'évolution. Et pour eux aussi, c'est une expérience intéressante. Ouais. C'est une forme de constitution d'une égrégore assez particulière. Et c'est une expérience, alors je dirais, est-ce que j'oserais dire novatrice? Moi, je n'en sais rien en tant qu'humain, mais ils ont l'air de la considérer comme originale. Je pense qu'ils sont assez contents de cette expérience. Ouais, parce que j'ai appris, moi, par des contacts personnels que j'ai pu avoir avec des membres de l'escadrille terrestre, que certains avaient eu des surprises, effectivement, avec leur binôme, de découvrir qui était le binôme et quel lien existait et les relier à ce binôme. Et c'est vraiment intéressant. Donc, voilà, j'espère avoir répondu. Oui, tu as bien répondu. C'est parce que comme maintenant je sais exactement qui est mon guide, quoi qu'il en soit, plus clairement encore aujourd'hui, je suis interrogative d'avoir quel est le contact lien que je peux avoir avec un binôme invisible qui est en développement. C'est pour ça. Tu l'interroges. Il faut vraiment. Parce que je sais que je suis passée dernièrement sur une autre vibration, une autre fréquence. Donc j'étais interrogative depuis que j'ai écrit cette question et que vous l'avez enregistrée, mais je me dis, au fait, elle reste toujours d'actualité, cette question. Voilà. Bien sûr. Et elle le sera jusqu'à ce que tu aies perçu très clairement, en fait, le type de travail qui t'est proposé ou le type d'interaction que tu peux avoir avec ton binôme invisible. Oui, tout à fait, je suis d'accord.
Donc la troisième question, c'était comment peut-on avoir les clés de la sagesse? Oh. Alors la réponse qui m'est donnée, c'est en poursuivant sa route avec humilité et persévérance. Je crois que la sagesse s'acquiert effectivement au travers d'un long cheminement, c'est ce qu'ils ont l'air de vouloir m'inspirer. Et il faut avoir patience et persévérance, mais la sagesse est forcément au bout de la route. C'est vraiment le but. D'accord. Et ma dernière question, j'ai découvert que ma pensée est rapidement actée dans la matière, quelle que soit sa forme. Est-ce ainsi que cela fonctionne de votre côté, du côté invisible? Et lorsque je pense à quelqu'un, je suis rapidement en contact avec elle, si nous sommes désireuses de part et d'autre de partager des événements. Est-ce un début ou amorce de la dite télépathie que vous maîtrisez parfaitement de l'autre côté du voile? Ces découvertes sont-elles en lien avec ce nouveau monde de paix, respect et amour universel? Donc là, la réponse est oui, tout à fait. C'est effectivement dans le monde invisible, la pensée est instantanéité. C'est-à-dire que dès qu'une pensée arrive à la conscience, on vit la situation où on se trouve vers la personne ou vers le lieu. Et alors je réponds à leur place, vous êtes en train d'expérimenter sur le plan terrestre un changement justement de paradigme qui est en train de se faire dans votre continuum, c'est-à-dire que vous commencez à expérimenter des fonctionnements qui sont des fonctionnements d'une autre dimension. Enfin, ça va être le début d'une sorte d'acclimatation de l'être humain terrien à la nouvelle forme de ce qu'on va appeler l'âge d'or. C'est-à-dire une période où les facultés de l'esprit, on va dire les pouvoirs de l'esprit, vont se manifester dans la matière. Tu as dit quelque chose au départ qu'ils ont retenu, ils ont réagi à ce que tu as dit, c'est que tu as remarqué que ta pensée se concrétisait peut-être plus rapidement ou plus facilement. Est-ce que c'est bien ce que j'ai découvert que ma pensée est rapidement actée dans la matière. Pourquoi j'ai dit ça? C'est parce que je fais des voyages chamaniques et je me suis rendu compte que par les voyages chamaniques, tout était comme ça. Et je me suis rendu compte que désormais dans mon quotidien, ça se reflétait de temps en temps en réel, dans notre quotidien. Tout à fait. Donc ils ont réagi à cette première remarque que tu as faite en disant c'est tout à fait ça. D'accord. Ok. Eh ben, c'est super. Je peux vous dire que c'est génial. Merci. C'est fantastique. Merci Marielle. Merci pour beaucoup. Toutes tes questions. Pense à abaisser la main et je donne la parole à Caroline. Ouais. Merci beaucoup Claude. Alors apparemment la transition vers l'âge d'or va être très difficile. Est-ce que ce serait possible de savoir à quel point, comment se préparer et notamment comment préparer les enfants? Parce que moi je suis en ce moment... je vois beaucoup mon petit-fils qui a 6 ans, il me pose plein de questions et je ne sais pas comment lui répondre. Il est très inquiet. Il entend des choses, j'imagine, à l'école. Donc, alors pas forcément vers la 5e dimension, hein, mais il entend que la Terre va très mal, etc. Comment on peut parler de ça aux enfants? Et une sous-question, on nous a dit que la France et le Canada, notamment, puis un pays d'Amérique du Sud que j'ai oublié, peut-être le Brésil, auront un rôle particulier à jouer dans cette transition. Est-ce qu'il y aurait possibilité d'avoir une idée de ce rôle, enfin en quoi la France va être concernée? Alors, ta première question, la toute première question que tu as posée, tu peux me la remettre dans l'esprit? Oui, on nous a dit que la transition allait être très difficile, ce que je crois volontiers. Voilà. Oui. Alors c'est vrai que notre pensée est créatrice et que si on pense que la transition va être difficile, elle va être d'autant plus difficile. Mais je pense que malgré tout... C'est ça. Voilà. Non, c'est une réalité qu'elle soit difficile parce que la transformation qui est en train de se faire, le changement justement d'air est tellement important que bien sûr ça ne peut pas se faire dans la douceur, je veux dire, voilà. C'est obligé qu'il y ait des tensions dans la mesure où il y a tout de même une partie des entités humaines qui sont très accrochées à un ancien mode de fonctionnement
qui est surtout basé donc sur la voix, sur la sécurité matérielle. Et c'est ça qui doit évoluer déjà, je dirais presque en premier. Et c'est pour ça qu'on est touché aussi énormément dans ce domaine. On voit que les choses s'effondrent, s'effritent, ce qui provoque aussi une très grande peur et une très grande angoisse. Donc cette peur et cette angoisse, alors on ne peut pas dire en termes de temps, puisque ça c'est pas possible. Le calcul de temps entre le monde invisible et le monde visible n'est pas du tout le même. Ça n'était pas ma question, Anna. Non, je reprends. Hein, la transition facile ou pas facile, c'est-à-dire que elle n'est pas facile, c'est une réalité, mais c'est pas pour ça qu'on doit effectivement visualiser qu'elle est impossible, ou ce que tu disais, la pensée est créatrice, donc il faut continuer à aller dans le sens d'opter pour la meilleure ligne temporelle. Ça, c'est notre travail. Bon, ce qui n'est pas facile, puisque chaque jour, c'est un peu remis en question par ce qu'on entend. Hein. Donc, transition pas facile, oui, c'est un état de fait, ce qui ne veut pas dire qu'elle soit impossible. Au contraire, parce qu'autrement, on ne serait pas là en train de faire ce que l'on fait. Le deuxième, ce qui découlait de ta question, aussi par rapport aux enfants, ça c'est très important. Là, ils ont beaucoup réagi, en répondant que de toute façon, les enfants sont préparés, ils savent à quel moment ils se sont incarnés et quel était le pari du monde au moment où ils allaient s'incarner. Ils ont choisi cette incarnation. Donc, ces petits-enfants qui posent des questions et qui s'inquiètent de ce qu'ils entendent sont en fait des âmes anciennes qui savent parfaitement ce qui est en train de se jouer. Alors, il y a la partie incarnée, je veux dire, qui s'inquiète, alors que la partie spirituelle est parfaitement au courant. Et ils étaient volontaires pour venir le vivre avec nous. Alors, je pense, de ce qu'ils me disent, que la meilleure réponse qu'on puisse leur faire, c'est de essayer en grandissant de rester très proche de la nature, de Mère Nature, de rester très proche des fonctionnements naturels de la planète et d'essayer de préserver au maximum tout ce qui est la vie, tout ce qui est l'harmonie, tout ce qui est le monde végétal, le monde animal et notre connexion à cet univers. Parce qu'ils sont très forts dans ce domaine. Ils ont une capacité, ils me disent qu'ils ont une capacité de connexion avec le monde végétal et le monde animal, qui se développera de plus en plus, qui va grandir. Et il faut les laisser évoluer dans ce sens. Mais il est évident que pour les parents ou grands-parents, aujourd'hui, il y a une grosse inquiétude, elle est logique, puisqu'on voit ces enfants être confrontés à des images et des nouvelles, en fait, qui ne sont pas de leur âge, qui ne sont pas de leur niveau, avec une violence en continu. Mais ils sont forts. Ils me disent, les enfants sont des guerriers. Même beaucoup plus forts que vous l'imaginez, peut-être plus forts que nous d'ailleurs. Donc là, il faut être rassuré de ce côté-là. D'accord. Et pour la France, est-ce qu'ils ont... Alors, pour la France et les deux autres pays, la France, ils l'appellent le flambeau du monde. En fait, c'est une appellation qui aurait été donnée à l'époque de Louis XV par un personnage qui a été connu sous le nom du comte de Saint-Germain. Il avait dit « La France sera le flambeau du monde, même si pour cela elle doit brûler ». C'est-à-dire que la France a toujours été souvent le dénominateur de grands changements. Regardez mai 68 ou des choses comme ça, ou la Révolution française. Les événements qui se produisent en France ont souvent un impact très important. Alors, il ne m'est pas répondu actuellement pour les deux autres pays, c'est-à-dire éventuellement le Brésil ou je crois le Canada. Oui, Canada. Mais il faut savoir que ce sont tout de même des lieux qui sont un peu des... Comment je dirais? Le terme qui me vient, c'est un petit peu des incubateurs d'idées nouvelles. Les deux pays qui sont cités, c'est bien le Brésil. Le Brésil, sur le plan de la spiritualité, est très avancé. Le Canada est très avancé aussi sur le plan des droits de l'homme et des choses comme ça. Et je pense qu'effectivement, ces nations ont une puissance dans le visible et l'invisible et ont un rôle à jouer important. Elles ne sont pas les seules. Mais dans les mois à venir, il y aura peut-être des actions marquantes, effectivement, dont la source prendra dans ces lieux. Merci beaucoup. Merci. Merci Caroline. Alors j'invite les 23 personnes actuellement connectées d'appuyer sur lever la main si elles ont des questions à poser. Et comme il n'y a personne pour l'instant, je vais poser ma deuxième question. Vous parlez avec beaucoup d'enthousiasme de l'univers magique, tellement différent du peu que nous en percevons.
Vous parlez de formes de vie déroutantes, fantastiques et sublimes. Est-ce que tous les êtres qui passent de l'autre côté du voile découvrent le monde que vous nous indiquez là, ou bien faut-il avoir atteint un certain niveau d'élévation spirituelle pour le découvrir? Cet univers magique dont vous parlez est-il accessible aux êtres qui vivent dans les dimensions supérieures, en particulier la 5e dimension? Pouvez-vous aussi nous parler un peu plus de ce monde qui semble être le vôtre aujourd'hui? Pour répondre à cette question, il faut savoir que le monde magique qui est évoqué est accessible en fait à ceux qui s'y intéressent. Il y a cette notion dans l'autre univers, l'univers de l'invisible, que en fait nous sommes attirés par nos centres d'intérêt. Si quelqu'un ne s'intéresse pas particulièrement à un univers magique où existeraient des formes de vie tout à fait extraordinaires et fantasmagoriques, cette conscience ne visitera pas forcément ces mondes-là. Elle se dirigera là où elle a un centre d'intérêt. En fait, tout existe dans le monde incréé. Et notre manière, en fait, de voyager dans cet univers, lorsqu'on est dégagé du véhicule physique, c'est d'être attiré par ce que nous aimons, ce que nous désirons découvrir. Une forme d'aimantation qui se fait, encore une fois, on va encore employer la symbolique de la longueur d'onde. Nous sommes attirés par une forme de résonance. Donc ce monde magique, si toi, par exemple, il te passionne, moi il me passionne, je le sais, on va forcément le voir. Mais peut-être un autre dans notre groupe aura un centre d'intérêt ailleurs. Tant qu'il n'y a pas la demande, il n'y a pas forcément l'expérience qui va avec. Il faut aussi qu'il y ait une utilité pour le développement de notre évolution. Toute expérience vécue dans l'invisible est toujours en relation avec l'expansion de la conscience et l'évolution. Par contre, il n'est pas nécessaire, d'après ce qu'ils me disent, d'avoir atteint un très haut degré de développement spirituel pour avoir accès à ces mondes fantastiques où il y a des formes de vie extraordinaires. C'est un apprentissage. Et ceux qui atteindront la 5e dimension auront-ils plus de facilité pour accéder à ces mondes? Obligatoirement, si leur niveau de conscience leur permet d'accéder à des dimensions évoluées, ils ont un champ d'investigation qui est plus vaste. C'est un petit peu comme les paliers, je dirais, les paliers d'un plongeur sous-marin. En fonction des paliers qu'on atteint, la vision que l'on a de l'environnement n'est pas la même. Il y a une expansion qui se fait obligatoirement. Il y a un parasite, il y a son parasite. C'est même, on est en train de me dire que ce serait même une sécurité, parce que si une conscience peut évoluer, là je parle de gens peu évolués, qui passent de l'autre côté, étaient assaillis par les images de ces mondes fantasmagoriques, ça pourrait être dangereux pour cette conscience. Il faut quelque part y être préparé, ou l'avoir accepté. C'est là où, je pense, ils insistent sur un point, c'est pour ça qu'ils insistent sur le fait aussi de parler de la pluralité des mondes habités et de la différence que prennent les formes de vie dans l'univers. C'est très important en fait qu'il y ait une acceptation au départ, parce que l'acceptation va faire reculer la peur et la méfiance, qui est naturelle quand on voit une forme de vie qu'on ne connaît pas. Regardez un animal par exemple, une espèce disparue qui réapparaîtrait aujourd'hui, il y a une forme d'interrogation, est-ce que l'animal est gentil, pas gentil, est-ce qu'il est dangereux? C'est pareil pour un humain. Alors, parlons des non-humains. Là, je parle des humains, mais parlons des formes justement qui nous sont très différentes et du choc, je dirais, psychologique que ça peut provoquer. Tout est volontaire. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que là, il m'envoie plus des sensations et des sentiments que des mots. Tout est volontaire. Nous faisons nos choix. Nous décidons ce que nous allons découvrir. Nous décidons vers quoi nous voulons aller ou nous élever. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Pour moi,
moi, c'est très clair, Anna. Donc, ils ont parfaitement répondu à ma question et je les en remercie. Caroline a levé à nouveau la main. Donc, Caroline, je te donne la parole. Sans transition, comme on dit à la télé, je voudrais reparler des univers parallèles. Je voudrais savoir s'ils existent vraiment et si on les visite quand on rêve. Parce que moi, très souvent, j'ai des rêves tellement réels, mais tellement, presque plus réels que la vie que je vis tous les jours. Est-ce que vraiment, est-ce que c'est possible qu'on se projette dans un univers parallèle quand on rêve, ou est-ce que c'est mon mental qui se fait des idées? Voilà. Et à quoi est-ce que ça sert à quelque chose pour nous? Est-ce qu'éventuellement ils peuvent nous apporter un enseignement, ou est-ce que ces expériences-là sont intéressantes pour nous? Voilà, quand on les vit. Alors concernant donc les univers parallèles, oui, c'est une réalité. Ils sont donc concomitants, c'est-à-dire qu'ils existent tous en même temps. C'est cette fameuse histoire, on fait aussi du paradigme du temps, qui n'existe pas de manière chronologique, mais qui est comme un anneau. C'est ce qu'on m'a montré, hein. Ça c'est l'image qu'on me montre. On me montre comme un énorme beignet, vous savez, le beignet qui retrouve au milieu. Et en fait, ce beignet, il a des petits logements comme des chambres. Et chaque chambre est une époque et un scénario. On peut passer du monde de l'Égypte antique à la Révolution française ou au Néandertal, simplement en changeant de chambre. Tous les univers parallèles sont concomitants, existent dans l'univers. Et effectivement, la nuit, quand notre conscience se libère parce que le corps rentre dans un état, on va dire, d'autogestion, la respiration se fait normalement, battement du cœur, etc., on n'a pas à s'occuper consciemment. Il y a une libération qui se fait et on va visiter effectivement d'autres univers où on va soit rencontrer des êtres et des consciences connus ou apparemment inconnus ou dont on ne se souvient plus, mais il se passe un échange émotionnel qui contribue à notre évolution. La problématique que nous avons, c'est qu'au retour de ce voyage, on va dire, on repasse par le filtre du cerveau et parfois il y a un mélange qui se fait entre la problématique par exemple du moment, les soucis qu'on a dans la vie quotidienne, ce qu'on a ramené de l'autre plan, et ça peut donner des rêves absurdes, des choses qu'on ne comprend pas trop. On n'a gardé que des bribes. Et c'est pour ça qu'il faut travailler. On fait le rêve, ce que font des populations comme les Amérindiens. Là, on me parle aussi des aborigènes d'Australie qu'on appelle les maîtres du rêve. C'est-à-dire qu'eux, leurs rêves sont d'une très grande clarté. Ils ont travaillé ce domaine parce qu'ils savent qu'ils en retirent un enseignement, une évolution, une guidance. Mais non, d'après ce qu'on me dit là, nous sommes dans un environnement tellement perturbé, même au niveau des ondes, hein, puisqu'on est dans un bouillon de culture d'ondes, ça perturbe notre perception. Et je pense que faudrait poser la question, mais peu d'entre nous se souviennent avec une grande clarté de leurs rêves, ou alors une fois de temps en temps, mais pas régulièrement, alors qu'on devrait s'en souvenir toutes les nuits. Je crois avoir lu quelque part qu'on rêve au moins 7 fois chaque nuit, en fonction des chakras que nous avons et des corps reliés à ces chakras. Il y a 7 rêves qui se font en même temps, mais sur 7 niveaux. Et parfois, on se souvient d'un niveau, pas de l'autre, ou alors il y a une fusion des niveaux. Là, c'est le rêve qui devient un songe, le rêve initiatique, hein, dont on se souvient parce qu'en général, il nous marque profondément. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà fait ces rêves, mais ils sont à part. Et là, ça veut dire que quand les corps sont alignés, il y a plusieurs parties de nous-mêmes voyagent au même endroit. Donc là, la conscience devient beaucoup plus puissante du rêve. Mais il faut favoriser les rêves. Et d'après ce qu'ils me disent, notre mode de vie moderne a tendance à perturber les temps de sommeil et la condition du sommeil qui devrait être meilleure. Ça sera peut-être quelque chose à améliorer dans notre quotidien. Ça nous est recommandé. Pendant qu'ils sont là, est-ce que je peux demander à mon binôme de me faire un coucou cette nuit parce que je ne l'ai toujours pas rencontré? Bien sûr, ça il faut que tu le demandes presque tous les soirs. Oui, s'il te plaît, binôme. Merci. Il y a du monde dans la visite qui souhaite parler. C'est un peu difficile parce que il y en a qui voudraient donner aussi des messages personnels, mais ça on verra à le faire peut-être autrement.
parce que là, je pense que l'invisible est content, c'est ce que je ressens ce soir, quand on se tourne vers eux et qu'on commence à vouloir démarrer un dialogue. Parce qu'ils me disent que souvent, même dans vos vies individuelles, chacun d'entre vous qui avait ou perdu un être cher ou qui avait un guide, parce que tout le monde en a, ils essayent de communiquer avec vous, mais vous êtes pas toujours, on n'est pas toujours réceptif, parce qu'on est trop capté effectivement par les problèmes de notre monde et de nos problèmes personnels. Et c'est dommage parce qu'on aurait un très grand bénéfice à le faire. Ils ont beaucoup de conseils à nous donner, ils ont beaucoup de choses pour nous prévenir au quotidien. En fait, ce qui me surprend, mais je le découvre avec plaisir aussi avec vous, c'est qu'ils sont beaucoup plus concernés par notre quotidien qu'on pourrait l'imaginer. En fait, ils se font beaucoup de soucis pour nous. C'est sympa. Merci Anna, merci beaucoup. Alors, je ne vois pas qu'il y ait d'autres mains levées, donc j'invite à nouveau ceux qui ont des questions à poser à le faire. Sinon, je vais poser ma troisième question à Catherine. Merci Catherine. Je te donne donc la parole, Catherine. Oui, alors bonsoir Anna, ça y est, je suis enfin rentrée chez moi. Ah, félicitations. Donc je vais pouvoir poser les questions que je veux. Alors, Anna, j'ai lu votre livre L'escadrille de l'invisible. Alors, en premier, quand j'ai commencé à le lire, j'ai commencé à avoir plein de frissons. Et puis, il me semblait que j'étais... Alors, je voulais savoir si c'est moi qui fabule ou si c'est vraiment la réalité, parce que en ce moment, il y a plein de choses qui se passent et j'arrive plus à savoir si c'est vraiment la réalité de mes perceptions ou si c'est des changements qui sont en train de se faire et qu'il y a des parasites pas très sympas qui se jouent de moi. Au quotidien. Au quotidien. Alors là maintenant, ils me disent que certains d'entre vous ont pu remarquer que j'avais une... Je m'excuse, mais Catherine, ça coupe et je crois qu'il n'y a plus de communication. Moi, personnellement, je n'entends plus. Alors, moi, je vous entends très bien. Est-ce que tu peux répéter ta question? D'accord. Je voulais savoir si, quand j'ai lu votre livre, quand j'étais en train de lire le passage avec Georges, il intervenait et il passait à travers moi, comme s'il voulait communiquer. Alors, comme je suis en plein changement de fréquence, je voulais savoir si c'était mon imaginaire ou si c'était vraiment une connexion que j'avais eue. Non, alors il me dit justement, ça là je reprends, c'est ce qui m'avait été dit tout à l'heure et ça me le certifie, ils me disent qu'en ce moment, pour nombreux d'entre nous, il y a des tentatives de communication qui font qu'au quotidien, il va y avoir des phénomènes bizarres. On va remarquer des choses étranges dans notre vie, on va entendre des bruits, on va avoir l'impression de voir des ombres passer, on va avoir des espèces de boucles du temps qui se forment, des phénomènes un peu, je dirais, paranormaux, mais ça c'est normal, ça fait partie du changement qui est en train de s'installer. Et comme ils nous disent, vous êtes intéressés tous, tant que vous êtes là, par l'invisible, puisque vous avez lu l'escadrille et que vous en faites partie, etc., vous allez peut-être être plus sollicités que d'autres personnes à constater ces phénomènes. Donc c'est intéressant, mais ça veut dire qu'il faut que vous soyez attentifs. Ce sont en fait des communications qui sont en train de se cristalliser, de s'installer. Il faut accepter ces phénomènes comme étant un changement normal du plan vers un plan plus subtil et une possibilité qui va s'ouvrir de communiquer télépathiquement ou d'entrer vraiment en communication beaucoup plus intense qu'avant. Donc ça c'est normal et c'est bien. D'accord. De temps en temps, comme je suis thérapeute, de temps en temps, quand je fais un soin sur ma soeur ou sur quelqu'un de ma famille, j'ai des manifestations et ça je le ressens
je l'ai ressenti, il n'y a pas de problème. Et après, c'est curieux, ça coupe à certains moments. Pas un peu prétentieux de ma part. Voilà. J'avais peur que ce soit un peu prétentieux de croire des choses comme ça. Donc j'étais un petit peu... j'étais pas à l'aise avec ça, quoi. Alors que quand je fais des soins avec la famille, que je ressens un défunt, entre guillemets, eh bien, je ne me pose pas ce genre de problème. Voilà, c'est pour ça que j'avais besoin d'avoir votre confirmation. Il faut pas penser qu'on est tout d'un coup doué de facultés extraordinaires. C'est une évolution normale par rapport à l'époque, par rapport à l'expérience que nous vivons et par rapport au but que nous essayons d'atteindre, qui est tout de même ce changement d'air. Parce que ça veut dire, on parle toujours de 4e dimension, 5e dimension, ben on est en train de l'expérimenter tout simplement. Effectivement, au départ, c'est déroutant. D'accord. Il faut l'accepter simplement. Ah mais j'accepte bien, hein. Moi ça me convient très bien. Moi je suis une bavarde, alors si je vais parler avec les visibles, ça ne me dérange pas, au contraire. J'aime bien apprendre, alors il n'y a pas de souci. Et puis j'avais une autre question aussi. On parle de, comment on appelle ça, des 3 jours. Et je voulais savoir la nuit de l'âme, enfin les 3 jours de la nuit de l'âme. Et dans le message 29, dans le 29e message, ils disent un des buts de l'évolution est à la partie la plus élevée de la conscience, une fusion avec le divin en soi. Lorsque cette réincarnation est accomplie, un état de paix intérieure ineffable est définitivement acquis. Et je voulais savoir, est-ce qu'il fallait avoir passé les 3 jours de la nuit de l'âme pour acquérir définitivement cette paix intérieure et cette reconnexion? Les 3 jours de la nuit de l'âme, c'est, je pense, quelque chose qui est à part. D'après ce qu'on me dit, c'est autre chose. Il n'est pas nécessaire d'avoir vécu cette expérience, ces 3 jours de la nuit de l'âme, pour atteindre la reconnexion finale. Elle est très utile, mais c'est bizarre. J'ai l'impression qu'on parle d'autre chose. Mais là, il ne me donne pas l'explication de ce que c'est. Il me dit simplement que les 3 jours de la nuit de l'âme, c'est autre chose et ce n'est pas nécessaire pour obtenir la fusion qui a été évoquée. D'accord. Ok. Merci. Merci Catherine. Anita, tu as la parole. Branche ton micro s'il te plaît. Ça y est. Voilà, il y a quelque temps, nos amis nous avaient parlé du chant des voyelles. Alors personnellement, pour élever nos vibrations, j'ai énormément de mal, ma voix raille, enfin bref, j'ai beaucoup de mal. Et je voulais savoir si vraiment cet exercice était pour moi. Et je voulais savoir également si cette pratique nous enlevait nos mémoires encombrantes. L'intonation des sons de voyelles ne semble pas avoir pour objet d'enlever les mémoires encombrantes, mais de nous ajuster sur des longueurs d'onde par rapport à certains buts que nous pouvons avoir, par exemple des buts de guérison, des buts de refonctionnement de nos cellules, du corps physique, ou un contact par exemple avec les annales akashiques. Les sons de voyelles ont toujours été employés en fait pour s'harmoniser avec quelque chose, et ça fait partie d'un rituel. Alors, il sourit un peu en se disant, mais même si on chante faux, c'est pas très grave. L'important en fait c'est la voyelle entonnée, et peut-être justement d'essayer de placer sa voix. On peut apprendre ça, on peut par des exercices successifs arriver à entonner sur la note qui correspond à la voyelle.
c'est pas un concours de chant, hein. Encore une fois, c'est un exercice de mise en résonance vibratoire. Et si ils me disent que si on ne peut pas le faire avec la voix parce qu'on est gêné, effectivement, on peut être aphone ou avoir un problème de corde vocale, on pourrait le faire avec un petit instrument de musique. Vous savez, il y a ces espèces de... Ça ressemble à un harmonica et quand on appuie dessus, ça fait la note. Les enfants, ils ont un peu ce jeu. On peut prendre la note qu'on veut, un sol, un do, un fa, et le faire résonner ou le faire vibrer. Il est même vendu maintenant dans le commerce des diapasons qui vibrent à la note exacte et qui vont tout de suite nous recadrer sur la note exacte. Donc si on ne peut pas le faire avec la voix, on peut le faire éventuellement avec autre chose, avec un appareil, qui n'est pas forcément très onéreux d'ailleurs, parce que je connais l'appareil dont il parle. D'accord. Voilà. Merci. Merci. Marie-France, tu as la parole. Anita pense à appuyer sur la main. Oui. Marie-France. Oui. Bonsoir à l'escadrille invisible et à l'escadrille visible de Sant'Angelo en Italie. Je vous rejoins, Monte Sant'Angelo. Et ma question, c'est souvent on parle à l'univers ceci, notre univers, et j'ai le sentiment que si on reste enfermé dans cet univers où il y a la troisième dimension qui est notre univers, et pourquoi nous n'irions pas en expansion de conscience ou même avec la conscience aujourd'hui bien ouverte, aller demander directement à l'univers du Créateur ce dont on a besoin. Mais en fait, il est évoqué là une pratique tout à fait normale et naturelle. La véritable pratique, c'est effectivement, le Christ l'avait dit d'ailleurs, demande et tu recevras. Nous devrions demander avec une grande simplicité à l'univers ce dont on a besoin. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. C'est un peu notre conditionnement j'allais dire judéo-chrétien, c'est pas une critique du tout, c'est-à-dire ce qui nous est imposé depuis des siècles, c'est aussi le mea culpa, je suis pas digne, etc., qui a fait qu'on a bloqué la simplicité de communication avec l'invisible, qu'on va trouver par contre chez les peuples premiers, où chez eux il n'y a pas cette nuance, qu'on ne peut pas s'adresser par exemple au principe supérieur, comme dit le grand esprit pour les Amérindiens, le grand Manitou. Pour eux c'est simple et naturel. Et ça, c'est quelque chose qui manque à notre société trop civilisée. On nous a en fait formatés à ne pas s'adresser spontanément à la partie la plus haute de l'univers. Et ce qui fait qu'on s'enferme. Comme il y a multiples univers, des multivers, pourquoi pas aller plus haut vers un univers qui est beaucoup plus élevé que l'univers qui renferme que la troisième dimension. Certaines consciences le font. Certaines personnes, au cours de leurs expérimentations, on va dire, mystiques et spirituelles, arrivent à se connecter, on va dire, avec la source. D'autres moins facilement parce qu'il y a quelque chose qui nous bloque quelque part. On a en général des peurs ou des timidités qui font qu'on n'ose pas aller vers la source. Parce que c'est une expérience tout de même assez particulière d'aller vers la source. C'est très émotionnant. Mais je pense que, en fait, tout le monde peut le faire et tout le monde devrait le faire. Okay. Nous nous bloquons nous-mêmes. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Nous nous bloquons nous-mêmes. Merci. Merci Anna. Y a-t-il d'autres questions? Alors nous sommes déjà à 44 minutes d'enregistrement. Karine, merci d'avoir levé la main, tu as la parole. Micro. Micro, Karine, oui. Je n'entends pas Karine. Karine? Ah, pourquoi Karine, mais je ne l'entends pas? Non, nous n'entendons pas Karine. Non. Karine, par le voir. Ah, on ne l'entend pas. Non, on n'entend pas.
On ne t'entend pas. Ah, pourtant on la voit bien. Oui. Oui, Donc mais Karine a l'air là. Ah, pourquoi dit? Est-ce qu'elle pourrait poser sa question par écrit peut-être, dans la discussion? Oui. très difficile. Ah, parce- Très difficile, parce que c'est difficile de jongler avec l'écrit. Bon, en attendant que Karine ait réglé son problème de micro, il y a certainement un problème de micro. Alors, je vais poser ma troisième question, parce que je ne vois pas d'autres mains levées. Voici cette troisième question. Vous dites dans l'un de vos messages qui figure dans le livre qu'Anna a édité, qu'une fois le temps du choix dépassé, il ne sera plus possible de faire machine arrière. Il semble donc que des dates soient préétablies à partir desquelles le choix pour la lumière ou l'ombre sera définitif. Quels moyens avons-nous pour savoir si le temps du choix est proche ou s'il est dépassé? Pouvez-vous nous parler de cette année 2025 qui, selon les veilleurs, est la date à laquelle sera effectuée une évaluation de la situation du monde? Cette date pourrait-elle être cette date limite que vous évoquez? Terminé. Donc ils disent qu'en fait, il n'y a pas vraiment de date au niveau de la notion de temps, encore une fois, cette notion de temps auquel nous sommes terriblement accrochés et qui pour eux est très différente. 2025 est une date symbolique qui ne veut pas dire que le couperet va tomber en 2025 et puis une évaluation va être faite en 2025. Mais on ne parle pas encore de ce qui est définitif, d'après ce que je reçois là en ce moment. Est-ce que tu perçois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Non, mais en effet, les veilleurs ont bien dit que c'était une évaluation, en effet. C'est une évaluation, c'est pas la sentence, on va dire, définitive, par exemple, de la définition de la ligne temporelle sur laquelle nous nous engageons. Par contre, il y a une urgence. Alors l'urgence est calculée différemment, elle est calculée en termes d'équilibre ou déséquilibre entre les forces en puissance, c'est-à-dire les forces de lumière et les forces de l'ombre. C'est ça qui est en train de se jouer. C'est quelque chose en fait qui nous humains, je pense, nous dépasse complètement puisqu'on n'a pas cette vision de ce qui se passe dans l'invisible. Il y a en ce moment un équilibre ou déséquilibre des forces qui sont en face l'une de l'autre, antagonistes. Et 2025 sera le moment où, on va dire arbitrairement, les forces invisibles vont décider de faire l'évaluation. C'est un peu comme des étudiants qui passeraient un diplôme ou pas. Est-ce qu'ils vont redoubler la classe ou est-ce qu'ils vont avoir le diplôme? C'est peut-être à ce moment-là que ce sera décidé. Et c'est peut-être à ce moment-là que commenceront des événements beaucoup plus extrêmes pour nous. C'est ce que je reçois en ce moment. Jusqu'à 2025, on a des soubresauts. On est en train de vivre des soubresauts. 2025 sera un moment où les choses seront peut-être plus fortes, plus nettes, plus marquées. Mais ils ne nous donneront jamais, ça c'est ce qu'ils sont en train de me dire, ils ne nous donneront jamais la clé finale, puisque tout le jeu est justement d'infléchir vers le bien, alors que de l'autre côté, ils essayent d'infléchir vers le mal, une force de l'ombre. Et on ne peut pas nous donner d'avance le résultat du cycle. Parce qu'il n'y a que deux opportunités. C'est soit le monde passe le cap et rentre dans l'âge d'or, soit le monde se voit revivre une nouvelle apocalypse en sens de révélation de ce qui s'est passé déjà dans le passé, mais plusieurs fois dans l'histoire de la Terre. Mais ils ne répondront pas en termes de « vous aurez le résultat ». Est-ce que c'est clair? Oui, de toute façon, nous savons depuis très 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 longtemps que jamais, même les veilleurs l'ont dit, ils ne donneront des dates. Puis ils disent simplement que tout dépend de l'humanité. Mais c'est vrai que les veilleurs disent, une fois le temps du choix dépassé,
il ne sera plus possible de faire machine arrière. Donc cela implique quand même une certaine période. Donc même s'il n'est pas possible de dire une date précise, etc., le temps du choix, qu'est-ce que c'est que le temps du choix? D'après leur réponse, le temps du choix est en train de se faire avec cette fameuse évaluation qui est fixée à 2025. Donc on est en train de le vivre, le temps du choix. Donc là, c'est actuel. D'accord. D'accord, donc c'était... Maintenant, Ça répond tout... Le temps du choix, ça, c'est une question à laquelle ils ne veulent pas répondre. Oui, oui, mais il confirme quand même qu'en effet, nous sommes dans cette période que l'on appelle le temps de la parousie, et le temps de la parousie, c'est le temps du choix. Et c'est vrai que ce temps s'échelonne sur une période relativement longue, qui a commencé il y a déjà un certain nombre d'années, et qui va se terminer à partir du moment où il y aura quand même s'ils ne veulent pas le dire, des décisions qui seront prises, et je pense qu'il y aura quand même des interventions. Alors ça fait pas partie d'une question. Je pense qu'à un certain moment, nos frères et sœurs de l'espace seront amenés à prendre eux-mêmes et à participer à ce temps du choix et à peut-être agir. Bien sûr, je ne pose pas la question quand, parce que ça, c'est vrai qu'ils ne peuvent pas le dire. Mais par contre, ils peuvent dire que si passé l'évaluation, il y aura peut-être des actions qui seront menées. Alors, y aura-t-il des actions après? Là, ils sont en train de me parler de l'accélération de l'information, par exemple, concernant la présence d'engins dans notre atmosphère terrestre qui ne semblerait pas d'origine terrestre. Il y a un mouvement aux États-Unis qui est très important en ce moment, beaucoup plus d'ailleurs que les médias veulent bien le dire. Je crois que j'ai déjà répondu là-dessus la dernière fois. C'est que la désinformation de dossiers classifiés est en train de se faire, surtout par la Navy américaine, qui a vraiment franchi un certain pas que n'avait pas franchi le Pentagone, qui est obligé de suivre derrière maintenant parce qu'ils ont été très loin. Et là, ça va aller relativement vite. Il y a depuis cette année une accélération déjà du fait de parler des phénomènes inexpliqués qui sont en train de se passer dans l'atmosphère autour de notre planète et dans notre planète, puisqu'on parle aussi des engins qui vont dans l'océan. Et ça, la Navy a fait beaucoup d'observations dans ce domaine. Et c'est en train de... On ne peut plus retenir l'information. Ils me disent qu'elle est en train de se répandre, comme si on avait percé des trous un peu et on ne peut plus arrêter. C'est en train de se faire. Et ça, c'est très important, il faut observer ça. Ça, c'est le signe aussi de l'intervention des frères de l'espace, on va dire, de ceux qui sont en relation avec les veilleurs et les autres espèces. Là, je ne parle plus de l'escadrille, hein, c'est en fait, on étend la réponse, si vous voulez, répond à ta question de dire est-ce qu'ils vont agir, mais ils sont en train d'agir. Écoutez, ils sont en train de dire écoutez, observez ce qui passe dans les médias, ce qu'on veut bien laisser filtrer, et vous verrez qu'ils sont en train d'agir. Je sais pas, mais là je vais répondre moi parce que je rebondis sur ce qu'ils me disent. Qui est au courant de cette intervention qu'il y a eu au Parlement ou au Sénat du Mexique où un personnage est venu présenter des momies d'aliens? Alors, ça a pu paraître ridicule. Ah, voilà, je crois que c'est Anita qui a levé la main, hein, on en a parlé. Ça s'est même passé au journal de 20h. Alors, évidemment, avec des discours, mais on ridiculisait pas trop. On était étonnés, en fait, que ce genre d'information ait pu être présenté au Parlement ou au Sénat devant tous ces messieurs qui sont des députés, des politiques, etc., qui ont réagi de façon mitigée, parce que certains disaient pourquoi pas, d'autres disaient c'est pas possible, on est dans la fantaisie. Mais toujours est-il que le phénomène a eu lieu. Un personnage est venu présenter 2 momies qui avaient plus de 1000 ans d'âge, des momies aliens. Et ça paraît énorme. Imaginez que demain, au Sénat ou à l'Assemblée nationale, on vienne nous présenter des momies d'êtres provenant d'une autre galaxie. Ça déchaînerait les médias. Bon, ça les a déchaînés au Mexique, ça c'est sûr. Alors, il en est venu un petit peu chez nous, mais chez nous, on filtre beaucoup. Mais c'est passé tout de même. Et ça, c'est une grande nouveauté. Ça ne se serait pas vu il y a quelques années. C'est impossible.
Donc, il y a des choses qui bougent, oui, énormément. Et observer, ils disent que ça va s'accélérer. Merci Anna pour toutes ces précisions et ces questions. Caroline, tu as la parole. Alors, j'ai une question, mais je voulais dire que Karine a posé sa question par écrit. Malheureusement, j'ai un iPad, donc j'ai beaucoup de mal à... Je ne peux en lire qu'une partie. Si quelqu'un avec un ordinateur pouvait appuyer sur conversation. J'ai deux questions. Attends, je suis en train de l'afficher, mais... Elle pose une question sur les 3 jours de la nuit de l'âme et elle demande qu'est-ce que c'est et comment ça se manifeste. Et le début, il y a une histoire sur le sommeil, j'arrive pas à lire. Alors, je peux lire à voix haute, donc, ce que je peux lire de Karine, elle va me valider en me faisant signe. Karine, donc, dit, j'ai 2 questions suite aux questions posées. L'une, comment améliorer notre sommeil pour évoluer vers la clarté du rêve? Et la deuxième question, c'est quoi les 3 jours de la nuit de l'âme? Comment cela se manifeste? D'accord? C'est bon, Karine? D'accord. Alors, si, Caroline, tu me permets, je vais répondre. Je vais répondre à Karine. Alors, comment améliorer notre sommeil? Alors, c'est les conditions, effectivement, déjà les endormissements. Hein, donc, ça, je réponds, il me valide ou pas ce que je réponds. On est trop soumis à des ondes artificielles qui sont les ondes ordinateurs, qui sont les ondes de nos téléphones portables, éventuellement des micro-ondes, enfin de tout ce qui nous entoure. On est en permanence, en fait, saturé. Et il faudrait que l'on puisse, au moment, on va dire, où la fin de la journée arrive, le sommeil arrive, préparer sa soirée avec calme, en évitant d'être trop devant les écrans, qu'ils soient des écrans de télévision ou écrans d'ordinateur, parce qu'on va se coucher, on est comme une éponge, on a trop pris de ces ondes-là et elles perturbent grandement la perception que nous pouvons avoir des souvenirs qui nous viennent de nos rêves, de nos voyages, hein, au moment où la conscience se dédouble du corps et va voyager. Donc c'est essayer de créer une sorte de rituel paisible au moment du coucher, éventuellement un peu avant d'aller se coucher, peut-être prendre une boisson chaude, parce que certains grands mystiques ont dit que c'était très bon parce que ça détendait le corps. Essayer peut-être une méditation ou d'écouter une musique douce, c'est d'avoir une condition en fait de préparer le sommeil beaucoup plus paisible que celle que nous avons presque tous actuellement. Enfin, sauf ceux qui travaillent déjà ce domaine de l'amélioration du sommeil. Les gens en fait s'aperçoivent qu'ils arrêtent leur journée parce qu'il est tard, on a éteint l'ordinateur et puis vite on va se coucher et vite on essaye de s'endormir, mais on est encore dans une espèce de quelque chose qui nous brasse la tête avec toutes ces ondes. Souvent les gens d'ailleurs ne coupent pas la Wi-Fi la nuit, donc ça c'est un conseil aussi, il faut carrément débrancher la Livebox. Je ne sais pas, est-ce que vous le faites? Est-ce que quelqu'un peut me faire signe? Vous débranchez la Livebox? Karine, je ne sais pas si elle m'entend. Oui, on débranche la Livebox ce soir? Non? Bon, c'est quelque chose qu'il faut faire. Parce que les ondes continuent de nous traverser en permanence. Donc ça, c'est des choses, voilà, vous pouvez travailler dans ce domaine-là. Alors, sur la nuit de l'âme, c'est une espèce de passage assez terrible où la conscience va se trouver dans une forme de doute absolu. C'est une épreuve spirituelle et initiatique qui consiste à mesurer en fait la détermination d'un être à aller vers la lumière. C'est un petit peu ces fameuses épreuves de tentation qui ont été illustrées par la tentation de Saint Antoine dans le désert, ou même on dit que le Christ aurait été aussi tenté à un certain moment. Ça vient à un niveau très élevé du développement et c'est une épreuve. Voilà, donc c'est une épreuve qu'on n'a pas tellement envie de rencontrer, qu'on rencontrera forcément tous un jour ou l'autre, mais elle reste quelque chose qui est lié à l'évolution de la conscience, dans certains cas, souvent d'ailleurs quand l'âme a une grande mission à accomplir. C'est vraiment une épreuve initiatique de très haut niveau. Voilà, je ne sais pas si j'ai pu répondre, ne l'ayant pas vécu moi-même, on m'en a parlé, mais je ne l'ai pas vécu moi-même. Et c'est là ce qu'ils sont en train de me dire par rapport à ça. Alors, est-ce que, Karine, la réponse est satisfaisante ou pas? Bon, oui, je suis d'accord, merci. Alors, après, je lis une question d'Emma.
Emma, 2 questions. Elle n'a pas accès au micro, d'accord Emma, on va les lire. Quel est le sens de la souffrance? Ah, ça c'est une question fondamentale. Maladie, va-t-elle prendre fin? Et deuxième question, comment incarner la lumière sur la terre? Avez-vous conseil d'un livre sur Jésus, etc. Voilà. Alors, je pense que c'est Emma, parce que je vois Marie-Pierre, oui, Marie-Pierre dit merci, voilà. Alors, quel est le sens de la souffrance? Ça, c'est une question fondamentale, parce qu'il semblerait que la souffrance, ce soit ce qui signe notre plan d'incarnation terrestre. On va revenir là un peu au veilleur. Quand on parle de la confédération de toutes ces planètes et de ce que Claude d'ailleurs appelle la confédération aussi des mondes libres, je crois, dans certains écrits, il y a une planète qui se distingue par le type d'expérience qu'elle offre, et c'est la planète Terre. La planète Terre offre le type d'expérience qu'on appelle assortie au libre arbitre, c'est-à-dire où nous avons le choix de choisir d'aller à droite, à gauche, une sorte de action décisionnaire par rapport à notre quotidien. Il semblerait que cette libre arbitre ne soit pas partagée sur d'autres mondes. C'est vraiment la signature de cette planète et qui fait que ça rend l'expérience terrienne et terrestre très difficile. Donc assortie de quelque chose qu'on va appeler la souffrance de différentes formes. La maladie bien sûr, mais aussi la souffrance morale, toutes les souffrances, toute la violence qui peut être présente dans ce monde et qu'en fait on ne comprend pas et qu'on voudrait fuir. Mais elle fait partie en fait de la méthode d'évolution de cette planète, même si on ne le comprend pas, c'est comme ça. Et il semblerait qu'on l'ait acceptée avant de venir. Va-t-elle prendre fin? Ben oui, forcément, elle prend fin avec la fin de l'incarnation. Et quand l'être, on me dit, il y a une autre manière qu'elle prenne fin, c'est quand l'être a acquis suffisamment de détachement, suffisamment de philosophie pour être plutôt spectateur de sa vie que totalement acteur. Bon, ce qui est le cas, je pense, des sages, des gens qui prennent du recul par rapport à la vie. Ils ne souffrent pas de la même manière, ils ont un regard différent sur les choses. On dit qu'ils ont atteint quelquefois le nirvana quand on parle des religions comme l'hindouisme ou les choses comme ça. Il y a une possibilité en fait de s'éloigner d'une souffrance en se sentant moins concerné. Mais ça concerne bien sûr un état spirituel, un état méditatif profond qui est peut-être plus partagé par les sociétés asiatiques, les sociétés indiennes, que notre monde occidental qui vit la vie à plein. On est vraiment dedans, nous, on est totalement acteurs. Alors, est-ce qu'on souffre plus, nous, que dans d'autres continents? Ce serait une bonne question à se poser. Moi, je pense que oui, parce que j'ai fréquenté des gens d'autres cultures et j'ai été assez frappée de voir la distance que certains d'entre eux pouvaient avoir avec la souffrance et le fait qu'ils ne la considéraient pas comme nous, ils ne la vivaient pas comme nous. Mais bon, ça c'est mon expérience, là j'avoue que là je parle en mon nom, c'est quelque chose que j'ai observé, notamment sur des peuples où leur degré par exemple de pauvreté au quotidien nous effraie, nous on trouve ça absolument terrible, alors qu'en fait on les voit joyeux. Je ne sais pas si vous connaissez un livre qui s'appelle La Cité de la Joie de Dominique Lapierre, je pense que c'était un best-seller, qui est une magnifique leçon de joie et d'amour dans des conditions épouvantables où effectivement là on voit que la souffrance n'a pas la même valeur d'un continent à l'autre, d'une culture à l'autre. Donc ça c'était quelque chose qu'il faudrait relire. Alors deuxième partie de la question, comment incarner la lumière sur Terre? En essayant encore une fois d'être une petite lanterne, c'est-à-dire à notre humble mesure, de rayonner de bonté, de compassion, de compréhension envers les autres, et je pense aussi de joie de vivre, voire de fantaisie, pourquoi pas amener un petit peu le sourire. Et là, on va incarner la lumière. En fait, dès qu'on est triste, dès qu'on est soucieux, les autres, ça s'attrape. Les autres nous voient. Vous avez remarqué que si vous rentrez, pour ceux par exemple qui sont dans des grandes villes, ou comme Paris, vous rentrez dans un transport en commun et vous vous mettez à sourire. Est-ce que vous avez fait l'expérience? Alors déjà, les gens vous regardent un peu en se demandant si vous êtes tout à fait normal. Et puis au bout d'un moment, le sourire, il est contagieux. Moi, j'ai vu des scènes quelquefois dans le métro, quand il m'arrivait très très rarement de le prendre, où soit j'adressais la parole aux gens, soit je me mettais à chanter ou des choses comme ça. C'est extraordinaire ce qui se passe, parce qu'au départ,
c'est vraiment, vous êtes le fou, presque il faut tourner le dos. Et au bout d'un moment, les gens commencent à rire. Et là, il y a quelque chose qui craque et on redevient dans une espèce de fraternité, c'est extraordinaire. Alors, je pense que finalement, c'est assez facile d'incarner la lumière sur Terre. Avec un sourire, on peut le faire. Il faut avoir le sourire sur le visage et vous verrez dans la rue ce que ça donne. Il se trouve que moi, actuellement, j'habite une région qui s'appelle le Lot, province du Lot, le département du Lot. Vous savez, ici, sont d'anciens 68 arts. Et alors, ils ont une particularité qui m'a beaucoup étonnée, mais qui a aussi étonné les amis qui venaient nous voir, qui n'étaient pas natifs de cette région. C'est qu'ici, dans ma petite commune, tout le monde dans la rue se salue. Donc, vous partez le matin faire vos courses, tout le monde vous dit bonjour, tous ceux qui vous croisent. Que ce soit sur un pont, dans une rue, n'importe où, tout le monde vous dit bonjour. Et j'avais une amie qui était venue comme ça, et elle me dit, mais c'est normal, pourquoi ils vous saluent? Mais j'ai dit, parce qu'ici, c'est comme ça. Tout le monde se salue et tout le monde se sourit. Et c'est tellement étonnant, quand vous amenez un Parisien, là, c'est très amusant de voir la réaction. Mais au bout d'un moment, il va sourire et dire bonjour dans la rue. Alors après, je ne sais pas comment il va faire à Paris, parce qu'il va se retrouver dans son contexte habituel. Mais je pense que c'est ça, la lumière. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Au début, ça m'a frappé quand je suis arrivée. Je ne comprenais pas pourquoi les gens disaient bonjour. Puis à la fin, je leur ai demandé d'ailleurs pourquoi, mais ils m'ont dit parce que c'est normal, on se croise, donc on se dit bonjour. Voilà. On était redevenus tout simplement humains. Et je pense que ça fait partie de la lumière. Peut-être que la vie, elle est plus facile ici. Je me pose la question. Je pense que oui. Alors, je ne sais pas si j'ai bien répondu. Un conseil d'un livre sur Jésus. Il y a un livre qui m'a beaucoup plu, moi, et ça, c'est un point de vue personnel. C'est La vie mystique de Jésus, du Dr. Spencer Lewis, qui est très belle, parce qu'elle donne la vision du Jésus essénien qui a été découvert grâce au fait qu'on a découvert à Nag Hammadi déjà qui contenait des documents du temps des Esséniens, écrits par les Esséniens, où il révèle que Jésus était essénien, qu'il s'appelait même le maître de justice, et on a beaucoup de précisions en fait sur le personnage et sur l'enseignement qu'il a pu apporter à ses disciples. L'enseignement qui a été modifié au cours des siècles, notamment par l'Église catholique, qui a trouvé que certains enseignements n'étaient pas conformes, voilà, et ont été modifiés. Alors ce livre-là, moi je le trouve assez beau, il est simple à lire, il est porteur d'espoir. Maintenant, peut-être quelqu'un connaît un autre livre, particulièrement sur Jésus. Mais celui-là, il ne vous décevra pas, je pense. Voilà, j'espère avoir répondu. Caroline, tu as encore une question? En fait, il y a plein de questions. Moi, c'était plus une suggestion, donc je vais peut-être laisser les gens poser leurs questions, puis éventuellement, je te ferai un mail, Claude, par rapport à ce qu'on pourrait faire, nous, en tant que groupe. D'accord. Donc, je donne la parole à Catherine. Oui, alors, je voulais parler à Anna, parce qu'en fait, mais elle a répondu déjà un petit peu à la question, je pense, tout à l'heure. Je voulais savoir qu'avec toutes les divulgations qui sont en cours par rapport aux ovnis, aux extraterrestres, tout ça, est-ce que ça ne va pas un petit peu booster l'opinion publique et qui se réveille un petit peu, vous donner un petit coup de main? Alors, oui, là je répondrai, c'est moi qui répondrai personnellement parce que je peux le faire, c'est-à-dire qu'il y a des sondages qui sont faits régulièrement justement au niveau de l'opinion publique par certains médias pour savoir justement qui croit ou ne croit pas aux ovnis, à la possibilité de monde habité. Et on a vu une évolution assez énorme dans le pourcentage des gens qui admettent, pourquoi pas, oui, entre 2-3 ans en arrière et aujourd'hui, il y a une énorme différence. Et les mêmes sondages ont été faits au niveau de la croyance de la vie après la mort. Et là aussi, je crois qu'on atteint quelquefois près de 70% de gens qui admettent qu'il puisse y avoir une continuité de la vie après la mort, ce qui est extraordinaire par rapport aux dernières années. Il y a une grosse évolution qui est en train de se faire. On ne la voit pas assez parce qu'on n'en parle peut-être pas beaucoup. Bon, peut-être que ça va faire accélérer les choses. Ah oui, forcément, puisque le sujet devient moins tabou. Il y a quelqu'un qui a envoyé une question, mais plutôt par écrit, et que j'ai vu passer, c'est de dire, mais comment pouvons-nous agir, voilà, en tant que membre de l'escadrille terrestre?
Tout simplement en n'ayant pas peur de parler de ces choses-là dans une conversation normale. Moi, personnellement, je me suis aperçue que c'était plus facile qu'avant. Les gens réagissent moins avec oh mon Dieu, ces trucs-là ne m'intéressent pas ou me font peur. Il y a plus d'interrogations, il y a plus de réflexions, de gens qui admettent de dire je ne sais pas, mais bon, pourquoi pas. Le pourquoi pas déjà est une avancée. D'accord. Autre chose, vous êtes du Lot, Anna, et on est voisines. Je suis de l'Aveyron. Ah, d'accord, ok. On aura peut-être le plaisir de se rencontrer un jour. Eh bien, ce serait avec plaisir. Et puis, alors là, ce serait une question un petit peu personnelle. Lors d'une méditation avec des amis, je devais aller à la Sainte-Baume, 3. Et j'ai appris aujourd'hui qu'à Sainte-Baume, ils allaient m'accompagner pour les 3 nuits de l'âme. Donc, est-ce qu'il peut me donner un petit conseil? Alors, ça a coupé, ça a assuré. Tu vas à la Sainte-Baume? Oui, à la grotte de Marie-Madeleine. Pour vivre. Et alors, donc, j'ai un ami qui m'a dit aujourd'hui qu'ils seront 2 à m'accompagner. Ça compte de nouveau. Donc, on doit y aller aujourd'hui. Pour la nuit de l'âme, pour m'accompagner dans ces 3 jours je sais plus comment, de la fameuse expérience dont on a parlé avant. Oui, voilà. Je ne sais pas ce qu'elle a programmé cette expérience. C'est une expérience qu'ils auraient. Je vends un iPad 400 €. J'entends très mal. Oui, non mais nous aussi, je pense que c'est assuré. Donc j'étais simplement en train de dire, tu m'entends Catherine? Oui. Bon. Je ne sais pas si on peut programmer cette nuit de l'âme parce que c'est une expérience intérieure. Bon, par contre, il est évident que dès qu'on se rend dans une grotte, effectivement, il y a certains phénomènes qui peuvent se produire, des phénomènes initiatiques, parce que la grotte, en fait, c'est la matrice primordiale et c'est souvent un voyage vers l'intérieur de soi. Donc, je ne sais pas ce qui est prévu à la Sainte-Baume, je ne sais pas s'il y a une cérémonie justement qui est prévue pour toi, qui pourrait ressembler à ça. Je ne sais pas du tout. C'est mon ami qui est médium qui m'a dit ça. Et ça me fait un petit peu avoir peur, quoi. Donc, je me dis, est-ce que l'escadrille de l'invisible aurait des petits tuyaux pour que ça se passe le mieux possible? Elle me répond, la réponse c'est ne t'inquiète pas, il ne s'agit pas de la même nuit de l'âme. D'accord, ok. C'est plutôt une expérience qui est liée en fait à l'émanation de la grotte, à ce qu'elle représente. D'accord. Hein, le voyage intérieur. D'accord, alors très bien, très très bien. Merci. Autre chose, hop là, juste, voilà. Autre chose, comment s'appelle le livre que vous avez parlé?